Côte nord de l'Égypte, 4e siècle avant notre ère. Sur une étroite bande rocheuse, entre mer Méditerranée et marécages du lac Mariout, Alexandre le Grand va édifier son Alexandrie d'Égypte, en face du croissant de l'île de Pharos. Mais le lac saumâtre ne peut pas constituer une réserve d'eau potable pour la ville, et il n'y a sur place ni source, ni rivière existante. Depuis la plus haute Antiquité, les Égyptiens ont l'habitude d'installer leurs villes le long du Nil. Parmi les 7 grands bras du fleuve qui sillonnent le delta, le plus proche d'Alexandrie lors de sa fondation est celui qui débouche à Canope, à plus de 30 km à l'est de la ville. Comment assurer une alimentation constante en eau potable à cette cité destinée à devenir l'une des plus grandes métropoles du monde méditerranéen ? Là où l'eau n'existe pas, les hommes la conduisent. Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie des Lagides, demande à son frère Ménélas, commandant en chef des armées, de creuser un canal pour amener le Nil aux portes d'Alexandrie. Les travaux commencent lorsque Ptolémée, devenu pharaon, décide de faire d'Alexandrie sa capitale. Sur son cours, à l'entrée de la ville, Ptolémée Ier fait construire un temple dédié au dieu Sarapis, le Sarapéion. Au cours de fêtes et de processions annuelles liées à la crue, on y transporte le vase sacré en or contenant l'eau du Nil et la coudée, une mesure étalon d'une longueur de 52 cm et demi. Au nord-est du temple, un nilomètre en forme d'escalier permet d'estimer la quantité d'eau potable disponible pour l'année. Le canal, cordon ombilical indispensable à l'existence de la ville, prend naissance à une trentaine de kilomètres d'Alexandrie, sur la branche canopique du Nil, à Skédia. Là aussi, un nilomètre indique l'importance de la crue et donc l'ampleur des récoltes. C'est un nilomètre à colonnes, semblable à celui représenté sur la mosaïque de Séphoris en Israël. C'est par ce canal que sont transportés les matériaux et les denrées alimentaires venus de l'intérieur du pays. Jusqu'à la période mamelouk, Alexandrie restera la plaque tournante du commerce de longue distance pour l'exportation des produits de l'Égypte. Des graffitis découverts dans la nécropole romaine d'Anfouchi, à Alexandrie, donnent une idée précise de la forme des bateaux qui naviguaient sur le Nil et la Méditerranée. Les voiles, dites latines, sont triangulaires. C'était la seule voile en usage en Méditerranée pendant au moins 4 siècles et elle a encore été utilisée jusqu'au début du XXe siècle. C'est une voile qui a connu une fortune tout à fait extraordinaire que la voile latine. On a voulu y voir, pour certains, avec des raisons un peu idéologiques, une voile d'origine arabe qui aurait été amenée de l'océan Indien en Méditerranée. D'autres dont je pense que c'est une voile d'origine grecque et qui, à mon sens, est probablement développée d'abord à Alexandrie. La première section du canal jusqu'à Skédia a toujours existé, tandis que la seconde s'est allongée ou rétrécie, suivant les fluctuations des bras du Nil. Les derniers grands travaux entrepris au XIXe siècle par le vice-roi Mohamed Ali ont été commencés par Shakir Effendi et achevés par Pascal Coste, assisté de Linon de Belfond. Pour l'inauguration, Mohamed Ali fait construire une mosquée à chaque extrémité du canal.
Il n'en reste aujourd'hui que le mihrab, formé d'une grande plaque de marbre blanc gravée d'un poème de l'auteur d'origine turque, İzzet Molla. Mahmoud Khan a fait couler le Nil par Rahmaneya, et la contrée d'Égypte y a gagné les effets bienfaisants de la miséricorde divine, réunis dans le port d'Alexandrie. Le Nil et la mer reçurent leur part de l'océan des bienfaits du Shah. Ainsi conduites par le canal, les eaux du Nil, dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, arrivent aux portes d'Alexandrie. Mais comment sont-elles distribuées dans la ville ? Dans les oasis du sud du pays, les Égyptiens connaissaient les qanats, un système d'irrigation souterrain importé par les Perses. Les Grecs en avaient également connaissance. Aristote en fait mention dans les météorologiques. À Alexandrie, sur les conseils de l'architecte grec originaire de Libye, Hipponomos, le conquérant fait creuser dans la roche naturelle, avant de commencer les fondations de la ville, des canalisations se déversant dans la mer. Elles se nomment Hipponome, du nom de leur inventeur. La raison fondamentale du choix de cette terre par le conquérant pour y fonder son Alexandrie semble donc être la nature du terrain, exceptionnelle en Égypte, un cordon de grès dunaire qui s'étend à l'ouest jusqu'en Libye. En quoi résidait l'originalité de ces hipponomes alexandrins ? Des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour des fragments du réseau hydraulique antique. Nous sommes sur le site du temple de Sérapis. C'est un des plus grands sites de la ville d'Alexandrie. Il a été fouillé dans les années 40 par un dénommé Alan Rowe, archéologue anglais, qui, à l'occasion de ces fouilles, a mis au jour une grande partie du système hydraulique ancien d'Alexandrie, système d'époque gréco-romaine. Ce réseau était composé de divers éléments, dont les puits, dont nous avons quelques exemplaires à côté de nous. Traditionnellement, les puits descendent directement dans la nappe phréatique. Or ici, à Alexandrie, les puits descendent dans un autre espace que la nappe phréatique que nous allons découvrir ensemble maintenant. Les puits que nous avons vus en surface descendaient dans ces galeries. Ces galeries étaient disposées de façon linéaire dans le sous-sol. La particularité du système, c'est qu'elles sont disposées juste au-dessus de la nappe phréatique, séparées de la nappe par une couche de sable qui faisait fonction de filtre. Évidemment, la fonction de ces galeries était d'augmenter le rabattement de la nappe, c'est-à-dire la quantité d'eau captée par les drains. La grande qualité de ce système, inventé et mis en place dans Alexandrie par les Grecs, a été donc de fournir une quantité d'eau très importante à Alexandrie et de permettre à la ville de se développer de façon conséquente, puisqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, Alexandrie comprenait environ 500 000 personnes. Alexandrie aurait pu continuer à fonctionner ainsi encore longtemps, et ce, malgré les vicissitudes de l'histoire, comme par exemple la destruction par César du grand aqueduc qui reliait l'île de Pharos à Alexandrie. Mais un phénomène beaucoup plus grave allait se produire. Insensiblement, la côte alexandrine glissait dans les eaux de la Méditerranée. Par mer calme, on peut encore aujourd'hui distinguer les contours des bâtiments immergés de la ville antique. « 21 juillet 365. Alexandrie est dévastée par un séisme, puis balayée par un raz-de-marée, faisant plusieurs dizaines de milliers de victimes. Ce tsunami marquera le début de la subsidence à Alexandrie. » La subsidence, c'est l'enfoncement des terres sous le niveau marin. À la suite de ce tsunami, donc, la côte alexandrine s'est progressivement enfoncée sous les eaux de la Méditerranée. Une des premières conséquences de cet enfoncement des terres a été la salinisation des puits qui se trouvaient en bordure de côte. Ce phénomène était particulièrement marqué en période d'étiage du Nil, puisque la nappe était moyennement alimentée à cette période-là.
Donc le mélange des eaux salées remontant de la mer et le mélange de l'eau douce contenue dans la nappe phréatique fabriquait une eau saumâtre qui était dorénavant l'eau que les Alexandrins tiraient dans les puits. Pour résoudre ce problème qui se présentait à eux, les Alexandrins ont décidé de construire les premières grandes citernes d'Alexandrie, les citernes de l'époque byzantine. L'eau saumâtre remonte dans les puits. Les zones situées en bord de mer sont les premières affectées. Les grandes citernes construites à cette époque seront donc implantées sur une ligne parallèle au rivage. Au IXe siècle apparaissent les premières citernes à niveau. De nombreux éléments de la ville antique sont réemployés. Fûts de colonnes en granit, bases ioniennes en marbre, chapiteaux finement travaillés. En 1996, le Centre d'études alexandrines a mis en place un programme de localisation des citernes. L'une d'entre elles, la citerne El-Nabi, est en voie de restauration. Après 24 siècles d'existence, les canaux antiques disparaîtront au début du XXe siècle. Un décret municipal daté de 1911 ordonne de combler les citernes et les puits afin de prévenir les nombreuses maladies qui se propagent par cette voie. À travers ces vestiges, c'est toute l'histoire de l'hydraulique alexandrine qui ressurgit.